Bonjour à tous et bienvenue dans Inspire Middle East. Je suis Rebecca McLaughlin-Istam et cette semaine, nous nous intéressons au rôle de l'énergie durable dans la construction d'un monde plus propre. Nous parlerons avec la commissaire à l'énergie de l'Union européenne, des besoins énergétiques à court et à long terme ainsi que de leur provenance et de l'approvisionnement. Des routes différentes et des fournisseurs variés sont des éléments de notre politique pour atteindre la sécurité énergétique. Nous nous pencherons ensuite sur le gaspillage alimentaire, nous aborderons son coût pour l'économie mondiale et nous découvrirons quelles initiatives impliquant notamment des enfants sont prises ici pour lutter contre ce problème environnemental. Mais d'abord, les PDG, les décideurs politiques et les innovateurs se sont réunis à Abu Dhabi pour discuter de la consommation mondiale d'énergie et des dernières tendances en matière de développement durable. Inspire Middle East était aussi au rendez-vous. Depuis sa création en 2008, la Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi cherche à accélérer le développement durable au niveau national et mondial. Lors de l'ouverture de l'événement, le ministre d'État des Émirats arabes unis a détaillé les différents investissements du pays dans des projets énergétiques ainsi que les projections en la matière pour les années à venir. Aux Émirats arabes unis, nous avons augmenté notre portefeuille d'énergie renouvelable de plus de 400% en 10 ans et nous sommes en bonne voie pour le doubler encore au cours des 10 prochaines années. Le PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi a ensuite expliqué comment les Émirats arabes unis complétaient leur portefeuille d'énergie propre. Cette année, en 2020, nous serons le premier pays de la région à fournir une énergie nucléaire sûre, commerciale et pacifique. Sous l'égide de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables et comme cela avait été fait lors de l'Assemblée du Forum mondial de l'énergie du Conseil atlantique, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie a déclaré que les industries et les gouvernements œuvraient pour lutter contre le changement climatique, mais que l'écart entre les perceptions et la réalité du problème se creusait. Pour discuter des défis auxquels les décideurs politiques sont confrontés aujourd'hui, alors qu'ils sont aux prises avec la problématique du changement climatique et les pressions géopolitiques, Inspire Middle East a rencontré la commissaire à l'énergie de l'Union européenne. Madame la commissaire, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci. Vous n'êtes pas seulement ici pour assister à ce sommet. Êtes-vous aussi présente pour passer des accords et signer des partenariats? Et si c'est le cas, de quoi avez-vous discuté? C'est tout à fait exact. Nous cherchons des partenaires, car l'Union européenne a adopté un programme sur le changement climatique très ambitieux. Mais cela ne fera pas une grande différence si nous réalisons seuls ce que nous avons promis. Car à l'heure actuelle, les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne ne représentent que 9% des émissions mondiales. Nous avons donc besoin de supporters, de partenaires. Permettez-moi de revenir sur ce point, car en termes d'émissions de CO2, elles ont atteint des niveaux records l'année dernière, alors que fleurissent les sommets et réunions sur la question du changement climatique. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique affirme que l'écart entre les perceptions et la réalité du problème se creuse. Comment pouvons-nous y remédier? Nous pouvons montrer l'exemple. Dans l'Union européenne, nous avons décidé que chaque État membre mettrait en œuvre un plan national sur le climat et l'énergie. Nous savons donc aujourd'hui que nous avons des plans concrets pour réaliser ce que nous avons promis d'ici 2030. Cela signifie que si nous mettons en place tout ce qui a été convenu, nous réduirons nos émissions de gaz à effet de serre de 45%. La Turquie et la Russie ont inauguré le gazoduc Turk Stream qui transporte le gaz naturel russe vers l'Europe via la Turquie. Quelle est l'importance de cet accord? L'Union européenne est le plus grand importateur de gaz naturel. Et il est très important pour nous d'avoir des itinéraires diversifiés. Nous voulons que chaque État membre ait des fournisseurs différents. Ainsi, pour les nouveaux et anciens gazoducs provenant d'un pays tiers, il existe une règle selon laquelle il doit être compatible avec nos réglementations et nos normes. Cela signifie que les tarifs doivent être dégroupés et équitables et qu'ils doivent être ouverts aux tiers. Peut-on aller plus loin et évoquer ce que cela signifie concernant les relations diplomatiques entre Moscou et Kiev qui se sont détériorées depuis 2014? L'accord qui a été trouvé va limiter le transit du gaz russe pour l'Europe via l'Ukraine. Qu'en est-il sur le plan diplomatique?
L'année dernière, nous avions organisé des discussions trilatérales avec la Russie et l'Ukraine. Il est très positif que Moscou et Kiev soient parvenus à un accord définitif de transit gazier pour les 5 ans à venir. Que pensez-vous des éventuelles sanctions évoquées par les États-Unis contre l'accord Turk Stream afin, disent-ils, de prévenir une agression russe? Nous espérons pouvoir coopérer positivement avec les États-Unis et que toutes les actions menées légalement soient acceptées. Il y a aussi bien sûr l'accord sur le gazoduc EastMed pour l'Europe qui ne satisfait pas la Turquie. Ankara assure que le gazoduc transanatolien qui existe déjà est suffisant. La Turquie a-t-elle raison? Nous voulons avoir des itinéraires diversifiés. Et au-delà des gazoducs, nous prenons aussi en compte le rôle du gaz naturel liquéfié. Donc différents itinéraires, différents fournisseurs, cela fait partie de notre politique pour atteindre la sécurité énergétique. Nous sommes assis ici à Abu Dhabi, non loin du détroit d'Ormuz. Quel est votre avis concernant les tensions entre les États-Unis et l'Iran et comment envisagez-vous l'avenir de ce détroit en matière de sécurité énergétique? Il s'agit d'un couloir maritime stratégique sur la route de l'approvisionnement énergétique. Du point de vue de l'Union européenne, nous pensons que la diplomatie est un outil puissant et nous sommes toujours ouverts aux négociations diplomatiques. Ce sera encore le cas dans l'avenir. Madame la commissaire, ce fut un plaisir. Merci. Alors que les commissaires et les chefs d'État ont tenu des réunions de haut vol lors de la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi, les innovateurs énergétiques de demain ont eux été honorés pour leurs références écologiques. 10 lauréats, des PME au lycée en passant par des organisations à but non lucratif ont reçu le prix Zayed de la durabilité, un prix doté de 3 millions de dollars. Électriciens sans frontières a été récompensé pour son impact positif sur l'énergie. Cette entreprise française, qui opère dans près d'une quarantaine de pays, fournit de l'eau et de l'électricité à des communautés défavorisées et intervient notamment dans les camps de réfugiés. Le président de l'ONG nous dévoile ses ambitions pour l'avenir. Le projet dans les camps Rohingyas a impacté environ 50 000 personnes. Par rapport au nombre de personnes qui sont dans les camps, ça doit être à peu près 1 million de personnes. Il y a encore beaucoup à faire. Cette 12e édition étant terminée, les organisateurs se tournent déjà vers les gagnants de l'année prochaine, qui seront non seulement des innovateurs dans le domaine de l'énergie, mais aussi, on l'espère, des pionniers du développement durable dans les domaines de l'eau, de la santé et de l'alimentation. Selon les Nations Unies, chaque année, environ un tiers de tous les aliments produits pour la consommation mondiale est perdu ou gaspillé. Salim Essaïd nous en dit plus sur la situation ici aux Émirats Arabes Unis et en particulier sur les actions mises en place pour traiter le problème à la racine. Qu'est-ce que c'est? Une pomme. C'est une pomme, mais elle est pourrie. Est-ce qu'on peut quand même la manger? Non. Se salir les mains pour sauver la planète. À Dubaï, ces enfants apprennent l'importance du recyclage des déchets. Pommes, oignons, feuilles, brindilles, les bambins sont initiés très tôt au principe et à l'intérêt du compostage. Le compost va dans le sol et le sol fait pousser les plantes. Après la pratique, les enfants nous racontent ce qu'ils ont appris aujourd'hui sur le recyclage, son fonctionnement et ses raisons. Pour eux, il est avant tout important de comprendre. Nous leur expliquons ce qui risque d'arriver si nous ne faisons pas tout ça. Nous leur montrons nos petites vidéos sur ce qui pourrait se passer si la planète continue de se réchauffer et quels problèmes pourraient rencontrer les animaux. Les statistiques sont alarmantes. Plus d'un tiers de la nourriture dans le monde, soit environ 1 milliard de tonnes, est gaspillée chaque année depuis 2011, selon les Nations Unies. Le GIEC estime que le gaspillage représente 10% des émissions de gaz à effet de serre. Le Fonds mondial pour la nature présente lui le gaspillage de nourriture comme le principal facteur de la déforestation et de la diminution des sources d'eau dans le monde. Il est donc important, voire primordial, de sensibiliser la jeune génération au gaspillage alimentaire. Les habitudes alimentaires enseignées à ces enfants sont celles que les adultes devraient mettre en œuvre aujourd'hui afin de préserver la planète pour les générations futures. Certains innovateurs technologiques pensent qu'il n'est pas trop tard. Ils encouragent les restaurants et les hôtels, gros producteurs de déchets alimentaires, à sortir des sentiers battus.
Les pays arabes du Golfe sont parmi les plus gros gaspilleurs de nourriture au monde, selon le fournisseur de services environnementaux Dubai Carbone. Les Émirats arabes unis jettent à eux seuls près de 3 kg de nourriture par personne et par jour. C'est plus du double qu'en Europe. Le gaspillage alimentaire coûte aux Émirats arabes unis environ 3,5 milliards de dollars par an. Le pays a pris des mesures et s'est tourné vers des entreprises technologiques comme la start-up londonienne Wino Solutions pour trouver des réponses innovantes. Le gaspillage dans la région est souvent lié à l'excès de nourriture proposée lors de buffets disproportionnés. Une spécificité culturelle. C'est dans la culture de cette région du monde, les invités ne doivent jamais manquer, mais cela ne signifie pas qu'ils veulent produire de manière exagérée. La plupart des aliments sont jetés avant même d'arriver dans nos assiettes, un constat que les Émirats arabes unis prennent au sérieux. En 2018, plus d'1 million de repas ont été sauvés et le pays s'engage à réduire de 50% ses déchets alimentaires d'ici 2030. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que ce numéro d'Inspire Middle East vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site euronews.com. Mais avant de nous quitter, voici ce qui a attiré l'attention de notre équipe sur Instagram cette semaine. Maria de Russie a visité la centrale solaire Mohamed Ben Rachid Al Maktoum aux Émirats arabes unis, la plus grande au monde de ce type. Le programme RIM à Bahreïn a souhaité inspirer les petits leaders environnementaux en partageant ce poste d'un atelier de plantation d'arbres pour les enfants.